Le monde du travail change. Nos priorités également. L'emploi sous toutes ses coutures. Restez avec nous avec notre grand spécialiste. Monsieur Mauro Poggia, bonjour. Bonjour. Nous allons parler d'emploi ensemble. C'est un de vos secteurs d'expertise. Quel est l'état des lieux aujourd'hui en situation de deuxième vague de pandémie concernant ce sujet chaud et que tout le monde attend avec impatience? Alors, le chômage a augmenté. En une année, il est passé, selon notre mode de calcul pour Genève, de 3,9 à 5,4, donc une grosse hausse qui se retrouve aussi au niveau national. Mais nous sommes au début. Nous sommes au début parce que, nous le savons, beaucoup de travailleurs ont bénéficié de la réduction de l'horaire de travail, ce qui permet de maintenir les emplois tout en recevant 80% du salaire, en restant à domicile. Et ces personnes, pour l'instant, sont dans des entreprises que l'on maintient en vie, pratiquement en coma artificiel, en attendant que la vague passe. Qu'est-ce qui va se passer lorsque certaines activités vont reprendre véritablement? Est-ce que finalement le chiffre d'affaires sera au rendez-vous ou pas? Et là, peut-être et sans doute, des licenciements collectifs vont intervenir et c'est là qu'on verra une augmentation du chômage. Alors, on se pose tous la question, tous les individus et les citoyens se disent « alors vous parlez d'un certain pourcentage de chômage » et puis dans les journaux, on peut lire d'autres chiffres. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Est-ce qu'il y a plusieurs méthodes de calcul? Est-ce que ça dépend un peu de la météo? Comment ça se passe? Non. Alors, le secrétariat d'État à l'économie en Suisse fixe les règles pour le calcul du chômage. Chez nous, nous avons des règles qui ne sont par exemple pas celles de la France, où l'on considère les personnes qui sont inscrites au chômage et qui reçoivent les indemnités de chômage, ainsi que les personnes qui ont épuisé le droit au chômage, mais qui restent inscrites parce qu'elles sont suffisamment proches de l'emploi pour pouvoir retrouver un emploi. Ce sont des personnes qui peuvent, le cas échéant, aussi être à l'aide sociale, mais soutenues par l'aide sociale pour retrouver un emploi. Donc on circonscrit quand même mieux le nombre de personnes qui cherchent un emploi. Les chiffres qui sont utilisés selon la méthode du BIT, le Bureau international du travail, sont différents puisque c'est sur la base d'un sondage qui est fait avec 1 millier de personnes tirées au hasard dans des catégories de population. Et pour prendre un exemple, une personne qui a un emploi dans lequel elle est surqualifiée et qui cherche un emploi adapté à sa qualification entre dans les demandeurs d'emploi, ce qui fait qu'à Genève, où l'on utilise aussi à titre comparatif la méthode BIT, on aurait pratiquement un 11% de chômage, donc c'est effrayant évidemment, c'est un taux important, mais qui est lié aussi à la région qu'il faudrait, je dirais, aussi diluer dans l'ensemble de ce que l'on appelle un peu pompeusement le Grand Genève, puisqu'on se rend compte que la région française limitrophe de Genève a un taux de chômage inférieur. Donc cette main-d'œuvre travaille ici à Genève, puisque nous n'avons pas suffisamment de force de travail sur le territoire genevois. Alors en parlant de chômage, je rebondis, les défis en fait en situation de deuxième vague de pandémie, quels sont-ils d'après vous? Alors, on se rend compte qu'il y a des situations où la perte d'emploi sera passagère, et il y aura une reprise de l'activité, et il y a d'autres secteurs où l'on se rend bien compte que cette pandémie, qui est souvent un catalyseur, un accélérateur de l'histoire, fait que ces entreprises ne pourront pas reprendre leur activité comme avant. On pense immédiatement aux agences de voyage qui ne fonctionnaient déjà plus avant la crise comme elles fonctionnaient il y a 10 ou 20 ans, qui étaient en pleine mutation et qui vont être confrontées sans doute avec moins de déplacements de personnes. On se rend compte à quel point les visioconférences aujourd'hui entrent dans les mœurs. On peut le regretter, bien sûr, au niveau des relations personnelles, mais on se rend compte à quel point il est aussi facile de faire des séances de cette manière-là. Est-ce qu'après cette pandémie, on va se voir autant de la même manière qu'avant? Je pense qu'il faut objectivement dire certainement pas. Donc on revient à l'essentiel, en même temps les tendances. Alors vous avez parlé de visioconférence, donc la digitalisation prend une ampleur. Et je parle de digitalisation, je me dis, ok, alors il y a beaucoup de choses qui vont changer finalement, on va travailler autrement. Il y a peut-être des métiers qui vont disparaître, mais plus vite que l'on pensait. Il y a des formations qui devraient se mettre en place. Quelles sont les tendances et les perspectives en termes d'emploi, de formation
pour les citoyens et les citoyennes. Et on pourrait parler de tranche d'âge, mais faisons la première question d'abord. Les plus jeunes, commençons par les plus jeunes. On se rend bien compte aujourd'hui qu'on va devoir adapter la formation de nos jeunes pour correspondre aux besoins de l'économie. Avant, vous aviez presque un État qui formait les jeunes et une économie qui prenait finalement ce qu'on lui présentait. Aujourd'hui, je pense que les interactions entre les collectivités formatrices et l'économie doivent être beaucoup plus proches. On doit adapter constamment avec une grande agilité nos formations aux besoins de l'économie. Et là, c'est aussi une façon différente de travailler ensemble. Souvent, on entend l'économie nous dire « mais nous n'avons pas les compétences dont nous avons besoin ». Mais qu'est-ce que vous faites pour informer la collectivité des compétences dont vous avez besoin? Et que fait la collectivité pour vous questionner sur les compétences dont vous avez et surtout dont vous aurez besoin dans 5 ou 10 ans? Mais souvent, l'économie ne sait même pas elle-même quelles seront les compétences nécessaires dans 5 ou 10 ans. Donc l'adaptation de la formation doit être beaucoup plus rapide qu'avant. Alors c'est clair qu'on sait dans une certaine mesure que les gens qui se retrouvent au chômage ont la possibilité de se former. Et si on sait qu'il y a des entreprises formatrices, et si on élargissait cette formation aussi aux entreprises en participant, enfin on peut imaginer plein de choses. Qu'est-ce que changer aussi la manière de travailler? On sait que la jeune génération, moi je pense aussi aux seniors, c'est-à-dire engager un peu plus de seniors et leur donner la formation qu'ils ont besoin, parce que peut-être qu'ils sont restés 20 ans ou 25 ans, où ils n'ont pas fait de formation continue, donc leur donner cette possibilité, sans s'axer forcément sur une partie de la population qui est locale, mais élargir ça aux besoins qu'on a, parce qu'on sait qu'on a besoin des frontaliers. Il y a des domaines, je pense à la santé, on parle des infirmières, mais on peut parler de l'horlogerie. Donc il y a vraiment des domaines où c'est vraiment des spécialistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'effectivement, d'abord, un canton comme Genève a 240 000 actifs sur le marché et a 320 000 postes de travail. Donc, par la force des choses, nous avons besoin de compétences qui viennent d'ailleurs. Vous avez parlé des seniors. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que rares seront ceux qui vont faire le même travail tout au long de leur carrière professionnelle. Donc, il y a une formation continue qui est indispensable, qui est un double devoir de l'entreprise, de faire en sorte que ses collaborateurs se forment constamment, et devoir aussi, pour chaque collaborateur, de se dire « je dois sans cesse rester à jour dans mes connaissances ». Ce n'est pas simplement attendre qu'on perde l'emploi pour ensuite demander à l'assurance chômage de nous donner les outils que l'on n'a pas réussi à accumuler pendant les dernières années. Ça, c'est très important. Mais l'assurance chômage doit aussi se transformer. Aujourd'hui, l'assurance chômage ne permet pas ou très rarement une formation complète. On peut donner un petit coup de pouce pour une réorientation professionnelle, mais c'est assez rare qu'on permette véritablement de réorienter sa carrière professionnelle. Là, je pense qu'aujourd'hui, dans certaines professions, si l'on veut permettre, d'autant plus avec le prolongement de la vie, mais aussi à terme de l'âge de la retraite, on va devoir permettre à nos seniors, et aujourd'hui, vous savez qu'on est vieux sur le marché du travail de plus en plus jeune, j'allais dire. À 45 ans, on est presque considéré comme déjà proche de la retraite. Or, on a encore, en l'état actuel ici, encore 20 ans de travail. Et là, il faut absolument permettre à ces personnes de travailler jusqu'à l'âge de la retraite, qui va peut-être être prolongé, on s'en doute bien, ces prochaines années, ne serait-ce que pour assurer l'équilibre économique de nos caisses de pension. D'accord. Une dernière question très rapidement pour finir sur une note positive et d'espoir. Comment vous voyez le monde de demain dans le cadre de ce sujet de l'emploi? Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, si je parle de l'Europe, puisque même si la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, elle a adhéré aux accords de manière bilatérale, on se rend compte que cette Europe construite sur l'économie et donc avec la libre circulation des personnes et des marchandises, c'est une Europe qui ne rassure pas. On se rend bien compte qu'il ne rassure pas les populations. C'est pour cela sans doute qu'au niveau politique, on voit aussi monter certains nationalismes. Je pense que les gens ont besoin de protection. Ils ont besoin de protection. L'État est là pour cela. Ça ne veut pas dire se refermer sur soi. Ça ne veut pas dire fermer les frontières. Mais ça veut dire aussi responsabiliser davantage nos entreprises qui aujourd'hui ont évolué dans un marché totalement ouvert, allant s'installer là où c'est le plus avantageux,
engageant là où cela coûte le moins cher, en déstabilisant socialement les populations et créant une fracture entre notre économie et notre vie sociale. Il va falloir réparer ce dommage. Merci beaucoup, Monsieur Poggia, pour ce moment passé avec nous. On vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci. Cette interview est en collaboration avec Doukascopy TV. Restez connectés, restez avec nous et surtout, faites attention à vous. À bientôt. Au revoir.